Bonjour, je suis ravie de vous retrouver ici depuis Bruxelles, depuis le cœur du Parlement européen. Dans ce nouveau numéro d'Europe Hebdo, nous allons ouvrir ensemble les portes de l'Europe. Et voici le programme de cette émission. Une émission spéciale puisque David Sassoli, le président du Parlement européen, est notre invité. Nous reviendrons bien sûr avec lui sur cette crise sanitaire et économique sans précédent que le monde et l'Europe traversent, avec cette réponse européenne, ce plan de relance qui se dessine porté par le couple franco-allemand. Mais nous reviendrons sur bien d'autres sujets, le Brexit, l'état de droit, mais aussi quel avenir pour l'Europe. Et pour commencer, retour donc sur les 12 premiers mois de ce Parlement européen élu en mai 2019. Une année chargée et mouvementée, c'est un sujet de Béatrice Finzan. C'était il y a un an. L'eurodéputé italien sociodémocrate David Sassoli est élu avec 345 voix à la présidence. Nous connaissons des tournants. Chômage des jeunes, migration, changement climatique, révolution numérique, des nouveaux équilibres mondiaux qui voient le jour. Nouveaux équilibres mondiaux, nouveaux visages européens, notamment côté français, avec une Europe plus clivée. Vous avez finalement servi les marchés et vous ne manquerez pas à nombre de nos peuples et concitoyens européens. Pour retourner dans votre paradis fiscal, vos amis les multinationales que vous avez aidés pendant le LuxLeaks vous souhaitent une joyeuse retraite avec ce cadeau. Merci beaucoup. Départ de Jean-Claude Juncker et arrivée de la commission von der Leyen, dont certaines candidatures sont écartées par les eurodéputés, comme la française Sylvie Goulard. I'm clean. Autre départ marquant, les 73 parlementaires britanniques le 31 janvier. De nouveaux visages, des institutions européennes renouvelées en profondeur, Brexit, Green Deal ou encore salaire minimum européen, une année sociale et écologique riche en perspectives, stoppée net par la crise du coronavirus. Ce qui n'a pas empêché le nouveau Parlement européen de travailler, même sans siéger. Et je suis ravie de vous accueillir ici sur ce plateau, David Sassoli. Vous êtes président du Parlement européen, vous êtes italien, vous êtes social-démocrate. Et je précise que vous êtes un ancien journaliste et que vous avez été élu ici pour la première fois eurodéputé en 2009. Voici pour la carte de visite, bienvenue. Bonjour. On vient de le voir en image. Quelle année vous attendiez à cela ? C'est l'histoire de cette année, le Brexit, la formation de la commission du Parlement. La crise de la Covid à présent. Je suis heureux de constater qu'il y a un an, les thèmes qui sont importants pour reconstruire l'Union européenne étaient déjà indiqués à l'époque. Je pense notamment au pacte vert, la capacité que nous devons avoir de miser sur un continent qui doit être à la pointe de la lutte contre les émissions de CO2. Je pense que c'est là l'un des grands sujets que nous devons défendre pour l'avenir. On y reviendra, mais on va reparler de cette crise sanitaire qui, après avoir démarré en Chine, s'est abattue sur l'Europe. L'Union européenne a-t-elle été à la hauteur ? Les premiers jours, il y a eu de nombreuses hésitations, car beaucoup de pays ne pensaient pas qu'ils seraient aussi profondément touchés par cette pandémie. Mais ensuite, il faut le dire, la réponse a été commune, elle a été égale pour tous. Et l'on a même pris conscience qu'aucun pays ne s'en sortirait seul. Et c'est ainsi que nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir à des réponses communes, contrairement à ce qui s'est passé en 2008 ou en 2012, avec les crises traversées par la Grèce suite aux Lehman Brothers. Aujourd'hui, on se rend compte que l'Europe doit donner une réponse commune. Et ça, c'est une des leçons à tirer peut-être de la crise sanitaire, la nécessité notamment d'une Europe de la santé au travers peut-être d'une agence européenne de santé ? Oui, il faut nous sortir de cette crise avec une Europe qui renforce surtout la santé des femmes et des hommes. Il nous faut une politique européenne et des normes communes. Nous devons renforcer notre modèle social.
N'oublions pas, en effet, qu'au cours de ces derniers mois, aucun citoyen européen ne s'est retrouvé sans prise en charge. Dans bien d'autres pays, les soins, les traitements étaient trop onéreux ou les gens n'avaient pas accès à la santé publique. Mais nous avons des forces sur lesquelles nous devons miser encore plus. C'est le cas de notre modèle social qui est différent de tous les autres. Et la crise n'est pas terminée. Il y a de nouveaux foyers de contamination qui émergent un peu partout en Europe. Est-ce que vous êtes inquiet de la deuxième vague? Est-ce que l'Europe est mieux préparée? Oui, nous devons être très prudents, être très attentifs. Nous devons mener nos activités économiques pour une relance, mais dans la plus grande prudence. Les risques sont toujours présents. Nous n'en sommes pas encore sortis. Nous ne savons pas ce qui arrivera après l'été. Durant la crise, le Parlement a continué de fonctionner. Les eurodéputés, depuis leur domicile, ont pu pour la première fois voter à distance. C'était important que durant la crise, malgré la crise, le Parlement européen continue de fonctionner. Oui, parce que pour nous, la réponse devait être une réponse démocratique. Par conséquent, les institutions ne pouvaient pas s'arrêter. Et nous avons donc maintenu le Parlement ouvert. Nous avons fait fonctionner l'Union européenne parce que les mesures adoptées par la Commission, le système SURE, l'aide sanitaire, les interventions qui ont été faites, toutes les mesures d'urgence ont été adoptées par le Parlement. Et donc, le Parlement a permis à l'Union européenne de fonctionner. Et ça a été une grande réussite pour nous. On nous a demandé comment nous y étions arrivés ailleurs. Le Congrès américain, le Parlement brésilien voulaient savoir comment nous nous en étions sortis, avec quelle technologie. Et pour la première fois, nous sommes parvenus à adopter des règlements en permettant à tous les députés de participer en provenance de 27 pays différents. Alors depuis, les sessions plénières ont repris ici à Bruxelles, mais pas à Strasbourg pour éviter de trop nombreux déplacements, on peut le comprendre. Les sessions plénières, est-ce qu'elles vont reprendre à Strasbourg et si oui, quand ? Nous y retournerons en septembre. En septembre, nous retournerons à Strasbourg et nous en sommes ravis. Parce que c'est l'une de nos villes sièges que nous avons dû quitter au cours de ces derniers mois si difficiles pour la ville de Strasbourg même. Mais nous voulons y retourner et nous y retournerons en septembre. En étant prudents, bien sûr, avec des nouvelles modalités qui nous permettront d'être présents physiquement et à distance. Mais la plénière de septembre, c'est décidé, aura lieu à Strasbourg. Avec la crise sanitaire, il y a la crise économique qui s'ensuit et ce plan de relance porté par le couple franco-allemand, 750 milliards d'euros sur la table, dont 500 milliards d'euros d'aide directe qui seraient financés par un endettement commun. Est-ce que vous soutenez ce plan de relance ? C'est un plan très important. Il est très important que l'on ait pu apporter une telle réponse avec un plan qui nous place tous sur un pied d'égalité, donc avec un endettement commun. C'est d'ailleurs un grand sujet du passé, mais nous voyons aujourd'hui que c'est un mécanisme qui serait utile à tous. Il nous faut à présent avoir une décision du Conseil européen de cette semaine. Il faut notamment que le budget de l'Union européenne soit plus ambitieux, sans coupe. Je pense que nos concitoyens ne comprendraient pas que l'on réduise le budget consacré à la recherche, alors qu'aujourd'hui, avec cette crise de la Covid-19, nous nous rendons tous compte que nous avons besoin de plus de recherche pour protéger la vie des citoyens. Alors concernant ce plan de relance, il y a des réticences autour de cette dette commune de la part de plusieurs États membres, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède notamment. Je vous propose d'écouter les arguments d'Emmanuel Macron pour les convaincre. Mais les fameux pays frugaux dont nous parlons, il ne faut jamais l'oublier, ce sont des pays qui sont bénéficiaires nets du fonctionnement du marché unique. Ce sont des pays pour qui participer à un espace commun de prospérité et d'échange rapporte beaucoup, beaucoup plus qu'à d'autres. Et donc, ça n'est pas leur intérêt de voir certains membres, et en particulier des marchés importants de l'économie européenne, être affectés. C'est donc de la solidarité d'avoir ces transferts, mais c'est aussi un intérêt bien compris.
ce mécanisme d'endettement commun, c'est la solidarité européenne qui est en jeu. Il faut réduire le fossé entre le nord et le sud de l'Europe que la crise sanitaire a encore creusé. Oui, je suis tout à fait d'accord avec le président Macron. Nous devons réduire les distances entre le nord et le sud. Et en même temps, il faut que les gouvernements nationaux soient prêts à soutenir un plan de relance qui serait d'application dans tout l'espace européen. Est-ce que vous êtes optimiste qu'un accord soit trouvé entre les 27 États membres ? Eh bien, ce sont des négociations. Nous sommes confiants de parvenir à la meilleure des solutions. Un plan de relance initié par le couple franco-allemand. Le président français, qui depuis son élection en 2017 ne cesse de se déclarer pro-européen et prône le renforcement de la souveraineté européenne. Vous êtes convaincu par les mots d'Emmanuel Macron, par son engagement européen ? Si, je suis très convaincu. Je pense vraiment que l'assurance vie des États membres, c'est l'Union européenne, parce qu'il faut faire face à des défis mondiaux, à des dynamiques internationales, l'économie mondiale. Et je pense qu'aucun État membre n'est en mesure de se défendre seul. Et je pense que ces mesures peuvent être une protection pour tous les pays. Alors, il y a l'Allemagne qui vient de prendre la présidence tournante de l'Union européenne. L'occasion pour Angela Merkel de venir présenter les objectifs pour les 6 mois à venir devant le Parlement européen. Et pour la chancelière allemande, être européen, c'est aussi partager des valeurs. Die Infektionsketten zu durchbrechen, mussten vorübergehend die elementarsten Grundrechte eingeschränkt werden. Das war ein sehr hoher Preis. Denn für diese Grundrechte haben Generationen in Europa hart gerungen. Menschen- und Bürgerrechte sind das wertvollste Gut, das wir in Europa haben. Und sie dürfen nur mit sehr gewichtigen Gründen und nur sehr kurzfristig eingeschränkt werden. Eine Pandemie darf nie Vorwand sein, um demokratische Prinzipien auszuhebeln. Jedes Land Europas erinnert sich anders an die eigenen historischen Umbrüche, an die unterschiedlichen Kämpfe für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Und zugleich eint uns genau diese Errungenschaft der Grundrechte in Europa. La chancelière allemande, elle rappelle une des fondations de l'Europe, ses valeurs, ce qui soulève forcément la question de ceux qui portent atteinte à l'état de droit. Et là, on se tourne vers la Hongrie. Le Premier ministre Viktor Orbán, il a décrété un état d'urgence très décrié durant la crise sanitaire où il s'octroyait en quelque sorte les pleins pouvoirs. Encore une provocation à l'endroit de l'Union européenne qui semble assez impuissante à réagir fermement. Je suis tout à fait d'accord avec la chancelière allemande Merkel. Nous devons protéger, mais dans un cadre de valeurs qui sont nos valeurs. Et sur ce point, il faut faire preuve de vigilance et de contrôle. Alors, concernant la Hongrie, le Parlement européen, il a eu de cesse d'alerter les institutions sur la détérioration de l'état de droit. Il y a plus de 2 ans, la procédure de sanction de l'article 7 du traité sur l'UE qui peut aboutir à une suspension du droit de vote de la Hongrie a été déclenchée. Mais malgré cela, l'Europe, elle a quand même du mal à faire respecter ses valeurs sur l'ensemble du territoire européen, avec peut-être des tentations autoritaires. Nous demandons que le plan de relance et que les fonds du cadre financier pluriannuel de l'Union imposent des conditions en matière de respect de l'état de droit. Et de notre côté, nous attendons que du côté du Conseil, il y ait des indications claires. Parce que pour le Parlement, ce serait difficile à accepter de ne pas avoir de règles en matière de respect de l'état de droit. Et donc, j'invite le Conseil à être très clair et à suivre le cap indiqué par la chancelière Merkel. Autre pays régulièrement sous le feu des critiques pour des violations aux libertés publiques, c'est la Pologne. Les élections présidentielles, elles viennent d'avoir lieu et le président sortant, le conservateur Andrzej Duda, a été réélu de justesse au détriment du candidat libéral pro-européen. Est-ce que c'est une chance manquée pour les Polonais de peut-être renouer un dialogue plus serein avec le reste de l'Europe ? Je ne vais pas commenter le résultat des élections, mais ce que je constate, c'est que dans la société polonaise, on voit qu'il y a une poussée européiste. Alors, les pro-européens n'ont pas remporté les élections, mais il y a une poussée de ce mouvement. Et je pense que le nouveau gouvernement devra tenir compte de cela.
il y a beaucoup de jeunes, une majorité des jeunes polonais et des habitants de la Pologne qui ont une vocation européenne. Est-ce que vous constatez, comme beaucoup, une fracture plus importante entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest? Actuellement, je pense que, comme on le disait il y a un instant, on doit tout faire pour rapprocher le nord et le sud, mais également l'est et l'ouest du continent. Il y a de nombreuses questions qui concernent certains pays et qui devraient être, affrontées plus en profondeur. Et je pense que qui pourrait faire sans l'Union européenne aujourd'hui? Un grand nombre de gouvernements devraient faire preuve d'un peu plus de prudence, surtout lorsque l'on parle de valeurs fondamentales. Mais parmi les 27 États membres de l'Union, lequel pourrait s'en sortir sans l'Europe actuellement? Il y en a un qui a choisi de sortir de l'Union européenne, c'est le Royaume-Uni, et c'est une première depuis le début de la construction européenne. Les négociations autour du Brexit, elles sont au point mort, même si le Premier ministre Boris Johnson veut aller vite. I certainly don't want to see it going on until the autumn, winter, as I think perhaps in Brussels they would like. I don't see any point in that, so let's get it done. David Sassoli, on veut faire traîner les choses vraiment ici à Bruxelles? Non. Nous sommes tout à fait disposés à négocier. Nous avons adopté des résolutions. Nous souhaitons respecter les accords qui ont été conclus en janvier. Je n'ai pas de véritable passion du côté des autorités britanniques pour arriver à un accord. Nous en sommes désolés. Nous pensons qu'il vaut mieux arriver à un accord. Mais s'il n'y a pas d'accord, nous défendrons les principes, les règles et l'autonomie du marché européen. Ça, c'est notre droit et nous le défendrons jusqu'au bout. Les points d'achoppement, ils sont nombreux. La pêche, les normes environnementales, fiscales, sociales, la question de la juridiction de la Cour européenne de justice. Si au 31-2020, en effet, le divorce est effectué sans accord, la faute à qui? Je pense que la faute, ce sera celle de celui qui ne fait pas tous les efforts pour arriver à un accord. Nous faisons tout ce qu'il faut. Nous avons même proposé d'avoir quelques mois en plus. Vu le blocage suite à la Covid, nous avons demandé quelques mois en plus pour arriver à conclure cet accord. Donc la responsabilité, elle se trouve de celui qui ne fait pas tout pour arriver à un accord. Mais d'autre part, nous respectons les décisions prises par les autorités britanniques, tout comme nous avons respecté la décision prise par les citoyens britanniques. Je vois que du côté du Royaume-Uni, on est également touché par les contre-coups de la Covid. On a reçu des informations, des données économiques qui sont plutôt lourdes. Vous voulez dire que le Royaume-Uni, durant cette crise, s'en sort finalement moins bien sans l'Union européenne que les 27 États membres ensemble? Vous savez, moi, je ne juge pas le Royaume-Uni. Je prends acte de la décision qu'ils ont prise. Avec douleur, nous avons dit au revoir à nos collègues députés britanniques. Bien évidemment, chacun est libre du choix qu'il fait. Nous pensons qu'il vaut mieux avoir un accord plutôt que pas d'accord. Et je pense qu'il est possible d'arriver à un accord. Du côté des autorités britanniques, nous, on ne voit pas d'enthousiasme pour arriver à cet accord. Et ça nous préoccupe, bien évidemment. C'est très clair. Il y en a un qui s'en réjouit de ce Brexit, en tout cas, c'est le président américain, fervent défenseur du Brexit. Les relations diplomatiques et commerciales avec les États-Unis, elles sont loin d'être simples, c'est le moins qu'on puisse dire. Elles se sont détériorées. Donald Trump, est-ce qu'il joue contre l'Europe ? Nous restons convaincus par le multilatéralisme. Et nous avons des rapports, des relations d'amitié avec les États-Unis, une relation historique avec ce pays.
Et je pense qu'il en va de l'intérêt de tous de renforcer cette relation. Mais nous voyons également que certains, par le passé, ont tenté de diviser l'Europe. Et nous ne pouvons pas laisser passer cela. Vu l'urgence de la pandémie qui frappe la planète actuellement, je pense que la collaboration entre l'Union européenne et les États-Unis pourrait être un signe de force plutôt que de faiblesse, et que cela pourrait servir à tout le monde. Nous restons convaincus par un monde où il y a le multilatéralisme. Le Royaume-Uni qui s'en va, d'autres pays qui souhaitent intégrer l'Union européenne. Est-ce que c'est le bon moment, notamment pour ouvrir des négociations concrètes avec l'Albanie et la Macédoine? Oui, l'Union européenne reste un pari pour beaucoup de pays qui souhaitent nous rejoindre. Oui, tout à fait. L'Europe attire. Et c'est une référence. Les Balkans occidentaux, nous les attendons à bras ouverts. Nous suivons ce qui se passe au niveau du processus d'adhésion. Nous nous sommes battus pour lancer ce processus avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Hier, j'ai rencontré le Premier ministre monténégrin, donc d'un pays candidat. On suit leur évolution. On voit quelles sont les réformes entreprises et nous les encourageons. On a besoin de... Ça permettra d'éclaircir la carte géographique de l'Europe, de reconstruire l'espace géopolitique ou politique et le faire coïncider avec l'espace géographique. Et je pense que il en va de l'intérêt de tout le monde. Est-ce que vous êtes favorable à une Europe qui serait davantage une Europe à plusieurs vitesses, c'est-à-dire qu'il y a un socle commun, mais que des États membres ne correspondant pas à certains critères ne puissent pas participer à toutes les politiques communes? Non, Ce n'est pas du tout quelque chose pour lequel je me bats. Moi, je me bats pour une politique commune de l'Union européenne qui profite aux 27 États membres. Ça doit être mon objectif. Avoir plusieurs vitesses, ça impliquerait que l'Europe n'est pas en mesure de faire face avec un front uni aux défis qui se posent à elle. Là aussi, c'est très clair. Alors là où l'Europe a encore une très grande marge de progression, c'est sur son rayonnement. De très nombreux Européens, parmi lesquels les Français, méconnaissent les institutions, mais aussi les personnalités européennes. Le résumé en chiffres avec Béatrice Faisan. Connaissez-vous ce visage ou celui-ci? Non, vous n'êtes pas seul. Et cela n'a rien à voir avec le port du masque. Selon un sondage réalisé en février par Via Voice, les Français connaissent mal, voire très mal, les personnalités européennes. Sur un échantillon de 1000 personnes, interrogées en ligne entre le 5 et le 7 février 2020, une petite moitié seulement connaît l'existence de Michel Barnier, négociateur en chef du Brexit, et de Thierry Breton, en charge du numérique. Et le chiffre ne fait que baisser dès qu'on interroge les Français sur nos voisins européens, comme Ursula von der Leyen, dont seulement 26% prétendent la connaître, pourtant présidente de la Commission européenne. Même sort pour Charles Michel, président du Conseil européen, connu seulement par 17% des sondés. En bas du tableau, le moins connu de tous, et pourtant élu par le plus grand nombre, est l'Italien David Sassoli, président du Parlement européen depuis 1 an. David Sassoli, 84% des Français ne savent pas qui vous êtes. Je vous ai entendu réagir durant le... Il faut que j'aille un peu plus souvent en France. Je vous ai entendu réagir durant le sujet. Vous avez dit normal. C'est embêtant tout de même. Et par rapport à d'autres institutions, il est normal que le président du Parlement européen soit moins connu. Mais je m'engage à venir plus souvent en France. Et on vous invitera. Comment expliquez-vous ce fossé entre les citoyens européens et l'Union? Les institutions, elles paraissent si éloignées, si hors de portée que les Européens ne s'y intéressent même pas? Je pense qu'actuellement, cette tendance n'existe pas. Je pense qu'il y a une attente positive. Il y a une attente en matière de confiance vis-à-vis de l'Europe. Un grand nombre de citoyens, un grand nombre de pays ont compris que sans Europe, il ne serait sans doute pas possible de reconstruire leur économie. Je pense que pour le moment,
Il y a une inversion de tendance avec une période de confiance qui arrive. Alors, pour inclure les citoyens dans la construction européenne, va être lancée d'ici la fin de l'année la conférence sur l'avenir de l'Europe. L'idée, intégrer les citoyens justement au débat et le Parlement compte y tenir un rôle clé. Expliquez-nous comment et concrètement, ça va se passer comment cette conférence sur l'avenir? Oui, c'est un des défis de la législature. Nous souhaitons entamer un dialogue avec les citoyens, les citoyennes européens, avec les institutions, les parlements nationaux, pour bien définir certains mécanismes de réforme du processus européen, pour rendre la démocratie européenne plus efficace, pour qu'elle soit mieux huilée, qu'elle soit moins bureaucratique. Nous avons besoin de réformes. Eh bien, nous aussi, ici à Europe Hebdo, on souhaite rapprocher les institutions européennes des citoyens. Et nous allons accueillir notamment un premier citoyen, c'est Niklas Munch. Il est allemand, il est étudiant en journalisme, il est depuis Paris, il a 24 ans et je crois qu'il a une question pour vous. Bonjour Monsieur Sassoni, j'aimerais bien vous parler, ou plutôt vous poser une question sur le mouvement Black Lives Matter, mais plutôt au sens propre du terme, c'est-à-dire... Sachant que l'Union européenne est lauréate du prix Nobel de la paix, n'est-elle pas hypocrite en laissant mourir des milliers de migrants dans la mer? Beaucoup d'entre eux sont quand même issus de la communauté noire. Je pense que l'Europe, sans politique migratoire, elle est faible, fragile. Et ça n'aide pas nos États membres à répondre à cette grande question qui nous préoccupera pendant de nombreuses années, la question migratoire. Je suis ravi d'avoir vu dans le programme de la présidence allemande que l'on parle de l'importance d'une politique commune en matière d'immigration. C'est une grande bataille, une bataille de conscience et de civilisation. Et le problème, ce n'est pas ce pacte passé, ce péché original, ce pacte passé avec la Turquie il y a quelques années, qui nous rend dépendants? Nous sommes très préoccupés par la situation et par nos rapports avec la Turquie. Le Parlement européen l'a exprimé clairement. Il ne suffit pas de lever la voix. Il y a certains éléments à respecter par rapport à la Grèce, par rapport à Chypre. La réponse européenne doit être très concrète. À distance toujours, mais maintenant depuis l'Angleterre, depuis Cambridge, Grégoire Krebs, il est français, il a 50 ans, il est informaticien et je crois qu'il a une question à vous poser sans surprise autour du Brexit. On vous écoute. Bonjour Monsieur Sassoli. Bonjour. Il y a de réelles possibilités maintenant pour que l'Écosse devienne indépendante d'ici quelques années. À votre avis, quelles sont ses chances d'accéder à l'Union européenne assez rapidement? Bien, moi, je ne veux pas me mêler des dynamiques internes au Royaume-Uni. Vous connaissez la position du Parlement européen. Nous n'avons pas stigmatisé la décision prise à propos du Brexit. C'est une décision qui a été prise par les citoyens britanniques. Toute évolution au sein même du Royaume-Uni, eh bien, nous la suivrons attentivement. Bien, ce seront les mots de la fin. Merci David Sassoli d'avoir été notre invité exceptionnel et on espère vous voir en France très bientôt. Vous pouvez voir et revoir cette émission en replay sur le site internet de Public Sénat. À très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles aventures européennes.